Intime mais engageant. Vari Pessing, slow pour émotionnelle révélation, moderne pour narratif, slight urgence durant confrontation. Endich sections question avec genuine curiosité, invitant réponse. Sont là comme ceux qui vous connectent, non juste télé ou story. La première chose que j'ai vue en rentrant chez moi après 3 semaines d'hôpital, c'était le vide. Ce vide béant dans le bureau de mon père, là où se trouvaient autrefois les 3 coffrets en noyer ciré que je connaissais depuis l'âge de 6 ans. Ma main s'est agrippée au cadre de la porte, mes jambes encore faibles après l'opération de la hanche, et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Le parfum de la cire d'abeille que j'utilisais pour entretenir ces coffrets flottait encore dans l'air, comme un fantôme, comme une moquerie. Mais les coffrets, eux, avaient disparu. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait exploser dans ma poitrine. 72 ans de vie, 45 ans dans cette maison, et je n'avais jamais ressenti une terreur pareille. Pas même quand j'avais perdu mon mari, pas même quand j'avais appris le diagnostic de mon cancer il y a 15 ans. Non, cette terreur-là était différente. C'était la terreur de comprendre qu'on vous a volé non pas de l'argent, mais de l'histoire, de la mémoire. Où sont les coffrets de papa ? Ai-je murmuré d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. Derrière moi, j'ai entendu le froissement d'un tissu. Nathalie, ma belle-fille, se tenait dans le couloir, les bras croisés sur sa poitrine, ce petit sourire aux lèvres qu'elle arborait toujours quand elle pensait avoir accompli quelque chose de bien. Elle portait son tailleur gris perle, celui qu'elle mettait pour les réunions importantes, et ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon serré qui lui donnait l'air d'une institutrice sévère. « Oh ça !» a-t-elle dit d'un ton léger, comme si nous parlions de la météo. « J'ai fait du tri pendant votre absence, Madeleine. Il fallait bien préparer la maison pour votre retour. Vous ne pouvez plus monter et descendre ces escaliers comme avant, vous savez. » Ces vieilles boîtes poussiéreuses prenaient une place folle dans le bureau. Et puis, franchement, qui garde encore des pièces de monnaie rouillées de nos jours ? Je me souviens avoir fermé les yeux. Je me souviens avoir inspiré profondément cette odeur de cire d'abeille mêlée à celle du parquet en chêne que mon père avait lui-même posé en 1963. Je me souviens avoir prié, pour la première fois depuis des années, pour que ce soit un cauchemar, un effet secondaire des anesthésiques, n'importe quoi, sauf la réalité. Quand j'ai rouvert les yeux, Nathalie était toujours là et le bureau était toujours vide. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là. Laissez-moi vous expliquer ce que ces coffrets représentaient vraiment et pourquoi ce jour d'octobre 2023 restera gravé dans ma mémoire comme le jour où j'ai compris que certaines personnes ne méritent pas notre confiance, peu importe les liens du sang ou du mariage. Est-ce que vous avez déjà été trahi par quelqu'un de votre propre famille ? Dites-le-moi dans les commentaires, parce que je sais que je ne suis pas la seule. Mon père s'appelait Henri Blanchard. Il était horloger dans le quartier des Antiquaires de Lyon, rue Auguste-Comte, dans une petite boutique coincée entre un vendeur de livres anciens et une galerie d'art. Je me souviens encore de l'odeur de cette boutique, ce mélange de métal, d'huile fine et de bois vieilli qui imprégnait ses vêtements quand il rentrait le soir. Ses mains étaient toujours légèrement noircies par les mécanismes qu'il manipulait, mais quand il me soulevait dans ses bras, je me sentais la plus petite fille la plus aimée du monde. Papa avait commencé sa collection de pièces pendant la guerre, quand il n'avait que 15 ans. Son propre père, mon grand-père, que je n'ai jamais connu, lui avait donné une pièce de 20 francs or datant de 1807, frappée sous Napoléon Ier. Cette pièce, c'était mon baptême dans le monde de la numismatique, me disait-il souvent. Elle m'a appris que l'histoire tient dans le creux de la main. Au fil des décennies, papa avait constitué une collection remarquable. Des pièces romaines trouvées lors de fouilles dans la région, des louis d'or de différentes époques, des monnaies médiévales. Et surtout, une série complète de pièces commémoratives de la Troisième République, dont certaines étaient d'une rareté exceptionnelle.
Il passait ses dimanches à les examiner avec sa loupe d'horloger, à les photographier, à noter leurs caractéristiques dans des carnets à la couverture de cuir noir. Ces carnets, je les ai toujours. Ou plutôt, je les avais. Papa est mort en 1996 d'une crise cardiaque foudroyante, alors qu'il rangeait justement ses pièces dans le bureau du 2e étage. C'est moi qui l'ai trouvé, assis dans son fauteuil, la loupe encore à la main, un sourire paisible sur les lèvres. Le médecin m'a dit qu'il n'avait pas souffert. J'ai voulu le croire. Dans son testament, papa m'avait légué la maison et la collection. À mon frère Jacques, qui vivait au Canada et qui n'avait jamais montré le moindre intérêt pour les vieilles choses, comme il disait, il avait laissé l'argent liquide et les placements. C'était équitable, c'était juste, et Jacques n'avait jamais contesté. Nous avions toujours eu une relation cordiale, lui et moi, malgré la distance. La première chose que j'ai faite après les funérailles, c'était de faire expertiser la collection par monsieur Olivier Marchand, un numismate reconnu qui tenait boutique place Bellecour. Je me souviens encore de son expression quand il a ouvert le premier coffret. Ses sourcils se sont haussés, ses yeux se sont écarquillés, et il a murmuré d'une voix presque révérencieuse quelque chose comme « Mon Dieu, est-ce que c'est ce que je crois que c'est ?» L'expertise avait pris 3 semaines. Monsieur Marchand avait photographié chaque pièce, vérifié son authenticité, établi sa provenance quand c'était possible, et m'avait finalement remis un rapport de 47 pages. La valeur totale de la collection, à l'époque, était estimée à environ 50 000 €. Il m'avait fortement conseillé de l'assurer, immédiatement, ce que j'avais fait, chez Alliance, avec un contrat spécifique pour objet de collection. Chaque année, je recevais la visite d'un expert qui mettait à jour l'estimation. Chaque année, la valeur augmentait. En 2023, juste avant mon hospitalisation, la dernière expertise établissait la valeur de la collection à 83 400 €. 83 400 € de vieilles pièces rouillées, comme disait Nathalie. J'ai fait une carrière d'infirmière, moi. 40 ans au service de neurologie de l'hôpital Édouard Herriot. J'ai tenu des mains moites de peur. J'ai essuyé des fronts brûlants de fièvre. J'ai fermé les yeux de patients qui s'en allaient doucement dans la nuit. On apprend beaucoup sur la nature humaine quand on travaille à l'hôpital. On apprend à reconnaître la sincérité dans un regard, le mensonge dans une voix, la peur derrière la colère. On apprend aussi que les gens vous sous-estiment constamment quand vous portez une blouse blanche et un sourire patient. J'aurais dû voir venir Nathalie. J'aurais dû comprendre dès le premier jour. Elle était entrée dans notre famille en 2008, quand mon fils Philippe l'avait épousée après seulement 6 mois de fréquentation. J'avais 67 ans, j'étais veuve depuis 4 ans, et j'étais si heureuse de voir Philippe enfin trouver quelqu'un que j'avais choisi de ne pas voir les signaux d'alarme. Le premier signal, c'était son regard quand elle était entrée dans cette maison pour la première fois. Pas le regard émerveillé d'une jeune femme découvrant une belle demeure ancienne. Non, c'était le regard calculateur d'un agent immobilier évaluant un bien. Je l'avais vue lever les yeux vers le plafond à moulure du salon, passer sa main sur la rampe en fer forgé de l'escalier, s'arrêter devant le buffet Henri II que ma grand-mère avait apporté en dot. Et j'avais vu ses lèvres bouger silencieusement, comme si elles comptaient. Le deuxième signal, c'était la façon dont elle parlait de sa propre famille. Ses parents étaient des gens modestes de Saint-Étienne, des gens qui n'avaient rien à lui laisser, comme elle disait avec une amertume à peine voilée. Elle parlait de son enfance comme d'une injustice qu'elle devait réparer, comme si le monde lui devait quelque chose. Le troisième signal, c'était sa réaction quand Philippe lui avait montré le bureau de mon père, cette pièce au 2e étage que j'avais gardée exactement comme papa l'avait laissée. Elle avait regardé les coffrets avec une indifférence appuyée, presque hostile, et elle avait dit quelque chose comme « C'est dommage de gaspiller une si belle pièce pour stocker de la ferraille ». Mais j'avais choisi de ne pas voir. J'avais choisi de croire qu'elle changerait, qu'elle apprendrait à aimer cette maison et son histoire, qu'elle finirait par comprendre que certaines choses ont une valeur qui dépasse l'argent. 15 ans.
Il m'a fallu 15 ans pour admettre que j'avais eu tort. D'où est-ce que vous m'écoutez en ce moment? Écrivez votre ville dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir. L'hospitalisation avait commencé le 12 septembre 2023. Une prothèse de hanche, rien de dramatique à mon âge, mais l'opération nécessitait une rééducation de 3 semaines minimum. J'avais tout organisé à l'avance. J'avais prévenu ma voisine Simone, une femme adorable de 80 ans qui avait les clés de ma maison depuis des décennies. J'avais stocké mes médicaments, réglé mes factures, arrosé mes plantes une dernière fois. Intime engageant. Vari-pacing, slow pour émotionnelle révélation, modéré pour narratif, slight urgence durant confrontation. Et surtout, j'avais demandé à Philippe de passer une fois par semaine pour vérifier que tout allait bien. Philippe, mon fils unique, l'enfant que j'avais porté 9 mois, allaité pendant 1 an, élevé seul pendant les gardes de nuit de son père. Philippe, qui avait 52 ans maintenant, les tempes grisonnantes et le dos un peu voûté, mais qui restait pour moi le petit garçon qui me dessinait des cœurs sur du papier craft. Je croyais pouvoir lui faire confiance. Je croyais qu'il protégerait ce qui comptait pour moi. Les 3 semaines à l'hôpital avaient été longues mais supportables. Ma chambre donnait sur un petit jardin intérieur où des infirmières venaient parfois fumer en cachette, ce qui me faisait sourire. La kinésithérapeute, une jeune femme énergique prénommée Sarah, me faisait travailler dur mais avec bienveillance. Et j'avais de la visite presque chaque jour. Philippe venait le mercredi et le dimanche. Il m'apportait des magazines, des fruits, des nouvelles du quartier. Il me parlait de son travail à la banque, de ses projets de vacances, de tout sauf de Nathalie qui, curieusement, n'était jamais disponible pour m'accompagner. Mon petit-fils Lucas, lui, venait quand il pouvait. À 24 ans, il travaillait comme graphiste dans une agence de publicité et ses horaires étaient imprévisibles. Mais chaque fois qu'il franchissait la porte de ma chambre avec son grand sourire et ses cheveux en bataille, mon cœur se gonflait de fierté. Lucas avait toujours été mon préféré, si tant est qu'une grand-mère ait le droit d'avoir des préférés. Il était curieux, sensible et surtout, il avait hérité de l'amour de son arrière-grand-père pour les belles choses anciennes. C'est Lucas qui m'avait demandé, quand il avait 16 ans, de lui montrer la collection de pièces. C'est avec lui que j'avais passé des heures à examiner chaque pièce, à raconter son histoire, à expliquer pourquoi celle-ci valait plus que celle-là. C'est à lui que j'avais promis de léguer la collection un jour, quand je ne serais plus là. Et c'est Lucas qui, sans le savoir, allait devenir mon témoin le plus précieux. Le 28 septembre, 3 jours avant ma sortie prévue, Lucas était passé me voir après le travail. Il avait l'air préoccupé, le front plissé, les mains qui ne tenaient pas en place. Je lui avais demandé ce qui n'allait pas. « Mamie, m'avait-il dit en baissant la voix, je suis passé à la maison hier pour récupérer un livre que j'avais laissé dans ta bibliothèque. Et j'ai vu maman, enfin Nathalie, je veux dire, qui sortait des cartons du bureau de Pépé Henri. Mon sang s'était glacé. Quels cartons, avais-je demandé. Des cartons de déménagement. Elle les chargeait dans sa voiture. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle m'a répondu qu'elle faisait du tri pour préparer ton retour. Elle a dit que tu avais besoin de plus d'espace au rez-de-chaussée et qu'il fallait vider les étages. J'avais senti ma gorge se serrer. Est-ce qu'elle a touché au coffret en noyer? Tu sais, ceux qui sont sur l'étagère près de la fenêtre. Lucas avait hésité. Cette hésitation, je la revois encore. Ce moment suspendu où il cherchait les mots pour ne pas me faire de peine. Je ne suis pas sûre, mamie. Je n'ai pas fait attention. Mais les cartons avaient l'air lourds. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. J'avais tourné et retourné dans mon lit d'hôpital, le bip régulier du moniteur de ma voisine de chambre me martelant les tempes comme un métronome de cauchemar. J'avais essayé d'appeler Philippe, mais il n'avait pas répondu. J'avais essayé d'appeler la maison, mais personne n'avait décroché. J'avais même essayé d'appeler Simone, ma voisine, mais elle était partie chez sa fille à Grenoble pour quelques jours. Le lendemain matin, j'avais demandé à parler au médecin. Je voulais sortir plus tôt. Il avait refusé, arguant que ma rééducation n'était pas terminée et que partir prématurément risquait de compromettre ma récupération. J'avais insisté. Il avait tenu bon.
3 jours interminables où j'avais imaginé le pire tout en espérant me tromper. 3 jours où j'avais prié pour que Lucas se soit trompé, pour que Nathalie n'ait pas osé, pour que les coffrets soient toujours là quand je rentrerais. Et puis, le 1er octobre était arrivé. Philippe était venu me chercher en voiture. Il avait l'air fatigué, tendu, et il évitait mon regard. Pendant tout le trajet, il n'avait parlé que de la circulation, du temps qu'il faisait, des travaux sur le périphérique. Quand j'avais essayé d'aborder le sujet de Nathalie et de son grand tri, il avait changé de sujet si brutalement que j'avais compris qu'il savait quelque chose. Et maintenant, vous connaissez la suite. La porte du bureau ouverte sur le vide, les étagères dépouillées, les coffrets disparus. Et Nathalie, debout dans le couloir, avec son sourire satisfait de quelqu'un qui pense avoir gagné. « Où sont mes pièces ?» ai-je répété d'une voix plus ferme cette fois. Elle a soupiré, ce soupir exaspéré qu'elle réservait habituellement aux serveurs trop lents ou aux caissières trop bavardes. « Madeleine, vraiment, a-t-elle dit, vous n'allez pas en faire tout un drame. Ce n'étaient que des vieilles pièces sans valeur. J'ai tout mis à la déchetterie, avec les vieux journaux et les cartons moisis que vous gardiez au grenier. Vous devriez me remercier d'ailleurs, cette maison était un vrai capharnaüm. » La déchetterie, ce mot m'a frappé comme une gifle. Mes jambes ont faibli et j'ai dû m'appuyer contre le chambranle de la porte pour ne pas tomber. Derrière moi, j'ai entendu Philippe qui montait les escaliers en soufflant, sa main sur la rampe, son pas lourd sur les marches. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé. J'ai tourné la tête vers lui. « Mon fils, mon enfant, l'homme qui aurait dû me protéger. » « Ta femme a jeté la collection de ton grand-père à la déchetterie, ai-je dit. » Le visage de Philippe s'est décomposé, non pas de surprise, non pas de colère, mais de quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Et j'ai compris, dans cet instant terrible, qu'il savait, qu'il avait laissé faire, qu'il n'avait rien dit. « Maman, a-t-il commencé, ce n'est pas... » Je l'ai interrompu d'un geste de la main. Ma main tremblait. Tout mon corps tremblait. « Ne dis rien, Philippe, ne dis absolument rien. » Je me suis retournée vers Nathalie. Elle avait toujours son sourire, mais j'y ai vu une fissure. Une minuscule fissure de doute. Elle ne s'attendait pas à ce que je réagisse aussi vite. Elle pensait que la vieille femme, fatiguée, fraîchement opérée, accepterait la situation sans broncher. Elle s'était lourdement trompée. Cette collection, ai-je dit d'une voix que je m'efforçais de garder calme, était assurée pour plus de 80 000 €. Elle était expertisée, photographiée, documentée. Chaque pièce avait un certificat d'authenticité. Et vous venez de la jeter à la poubelle ! Le sourire de Nathalie s'est figé. J'ai vu la couleur quitter son visage, d'un coup, comme si quelqu'un avait tiré une prise. Son assurance s'est effritée en l'espace d'une seconde. 80... Quoi ? A-t-elle bafouillé ? 80 000 €, ai-je répété. Minimum. La dernière expertise date de juin dernier. J'ai tous les documents dans mon coffre à la banque, avec les photos et les reçus d'assurance. Il y a eu un silence, un de ces silences lourds, épais, qui vous écrasent la poitrine. Philippe s'était adossé au mur, le visage dans les mains. Nathalie avait reculé d'un pas, ses talons claquant sur le parquet. Et puis, elle a fait quelque chose qui m'a surprise. Elle a ri, un rire nerveux, hystérique presque, le rire de quelqu'un qui refuse d'accepter la réalité. « Vous mentez, a-t-elle dit. Vous mentez pour me faire du mal. Ces pièces ne valaient rien. Ce n'était que de la ferraille. Personne ne paie des milliers d'euros pour de vieux bouts de métal. » J'aurais pu lui expliquer. J'aurais pu lui parler de la pièce de 20 francs or de 1807, celle que mon grand-père avait donnée à mon père et qui valait à elle seule près de 8 000 €. J'aurais pu lui décrire le double louis d'or de Louis XIV, frappé en 1686, dont il n'existait que quelques dizaines d'exemplaires dans le monde.
J'aurais pu lui montrer, si les coffrets avaient encore été là, le denier romain du 1er siècle après Jésus-Christ, avec le profil de l'empereur Tibère, que mon père avait acheté à un fermier du Beaujolais qu'il avait trouvé en labourant son champ. Mais à quoi bon? Elle n'aurait pas comprendre, elle n'aurait pas voulu comprendre. « Appelez votre assurance », ai-je simplement dit, ou plutôt, appelez un avocat, parce que c'est ce que je vais faire. Je suis descendue au rez-de-chaussée, une marche après l'autre, ma hanche protestante à chaque mouvement. Derrière moi, j'entendais Nathalie qui criait quelque chose à Philippe, et Philippe qui répondait d'une voix étouffée. Je ne me suis pas retournée. Je suis allée dans le salon. Je me suis assise dans le fauteuil de mon père, celui en cuir bordeaux qui sentait encore vaguement son tabac après presque 30 ans, et j'ai fermé les yeux. J'avais 72 ans. J'étais fatiguée, j'avais mal, et la personne que j'avais accueillie dans ma famille venait de détruire l'héritage de mon père. Mais j'étais aussi une femme qui avait passé 40 ans à l'hôpital, à voir des gens se battre pour leur vie avec une détermination qui défiait toute logique médicale. J'avais vu des miraculés et des résignés. J'avais appris que la volonté de vivre, de se battre, de ne pas abandonner, faisait souvent la différence entre ceux qui s'en sortaient et ceux qui partaient. Je n'allais pas partir, pas comme ça, pas vaincue. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, sincèrement? Est-ce que vous auriez laissé tomber ou est-ce que vous vous seriez battu? Dites-le-moi dans les commentaires. 2 jours plus tard, j'étais dans le bureau de maître Caroline Deveau, avocate spécialisée en droit civil et en litiges familiaux. Son cabinet se trouvait dans le 3e arrondissement, dans un immeuble haussmannien dont la cage d'escalier sentait le café et les vieux dossiers. Elle avait la cinquantaine, des cheveux poivre et sel coupés courts et des lunettes rondes qui lui donnaient l'air d'une intellectuelle. Mais ses yeux, eux, étaient ceux d'une combattante. Je lui avais tout raconté, la collection, l'hospitalisation, Nathalie, les coffres disparus, Lucas qui avait vu les cartons, les documents d'assurance dans mon coffre. Elle m'avait écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune avec un stylo-plume qui grattait le papier. Quand j'avais terminé, elle avait posé son stylo et m'avait regardé par-dessus ses lunettes. « Madame Blanchard, avait-elle dit, votre situation est à la fois simple et compliquée. Simple parce que les faits sont clairs et que vous avez des preuves. Compliquée parce que l'accusée est votre belle-fille et que les tribunaux sont toujours réticents à intervenir dans les affaires familiales. » « Je ne veux pas d'argent, avais-je répondu. Enfin, si, je veux être dédommagée, mais ce n'est pas ma motivation principale. Ce que je veux, c'est justice. Je veux qu'elle soit reconnue coupable de ce qu'elle a fait. Je veux qu'elle paye, pas seulement financièrement, mais moralement. Je veux qu'elle comprenne qu'on ne peut pas traiter les gens comme ça, surtout pas les personnes âgées qu'on croit pouvoir manipuler impunément. Maître Deveau avait hoché la tête. Je comprends, et je pense que nous avons un dossier solide. Mais il va falloir prouver plusieurs choses. D'abord, que les pièces existaient et qu'elles avaient la valeur que vous prétendez. Ça, avec vos documents d'assurance et vos expertises, ce sera facile. Ensuite, que c'est bien Nathalie qui les a jetées. Vous avez un témoin, votre petit-fils, c'est précieux. Mais il faudrait aussi essayer de retrouver une trace à la déchetterie, un reçu, un témoignage d'un employé. Quelque chose. Elle avait fait une pause. Et enfin, il faudra prouver l'intention. Est-ce qu'elle savait que ces pièces avaient de la valeur quand elle les a jetées, ou est-ce qu'elle pensait sincèrement faire du rangement? J'avais réfléchi à cette question pendant 2 jours. Nathalie, savait-elle? Avait-elle agi par ignorance ou par malveillance? Et puis, je m'étais souvenue d'une conversation. Une conversation qui avait eu lieu 3 ans plus tôt pendant un repas de Noël et que j'avais presque oublié. Ce Noël-là, nous étions tous réunis autour de la grande table de la salle à manger. Philippe, Nathalie, Lucas et quelques cousins éloignés qui passaient par Lyon. J'avais ouvert une bouteille de vin d'un excellent domaine du Beaujolais et la conversation avait dérivé sur les investissements, les placements, la meilleure façon de faire fructifier son argent. Lucas avait mentionné la collection de pièces. Intimate, mais engageant.
Vary pacing, slow pour émotionnelle révélation, modère pour narratif, slight urgence durant confrontation. Un de chaque section questions avec génuine curiosité, invitant réponse, semble comme celui qui veut connecter, non juste telle histoire. Il avait dit quelque chose comme « Tu sais, mamie, avec la valeur de ta collection aujourd'hui, tu pourrais t'acheter un appartement sur la Côte d'Azur. » Et Nathalie avait demandé « Combien exactement ?» Lucas avait répondu « Autour de 70 000 € à l'époque. » J'avais vu le visage de Nathalie changer. Cette expression fugace de calcul, d'avidité presque, qui avait traversé ses traits. Elle avait vite repris contenance, mais j'avais vu. Et surtout, j'avais vu qu'elle avait retenu l'information. Elle savait, avais-je dit à Maître Deveau, elle savait exactement ce qu'elle faisait. 3 mois plus tard, en janvier 2024, le tribunal de grande instance de Lyon examinait notre plainte. Ces 3 mois avaient été les plus difficiles de ma vie. Pas à cause de la procédure judiciaire qui suivait son cours, avec la lenteur caractéristique de la justice française. Non, le plus difficile, c'était ma relation avec Philippe. Mon fils avait choisi son camp. Ou plutôt, il avait choisi de ne pas choisir, ce qui revenait au même. Il était venu me voir une fois, la semaine suivant mon retour de l'hôpital, pour essayer de me convaincre de laisser tomber. « Nathalie ne pense pas à mal, m'avait-il dit. Elle voulait vraiment t'aider. Elle ne savait pas que ces pièces valaient quelque chose. » Je l'avais regardé. Mon fils, mon enfant, l'homme que j'avais élevé pour qu'il soit honnête et courageux. « Philippe, avais-je répondu, tu mens, et tu sais que tu mens. Ta femme m'a demandé directement la valeur de cette collection il y a 3 ans, et Lucas lui a répondu. Elle savait. Et toi aussi tu savais, parce que tu étais assis à la même table ce soir-là. » Il avait baissé les yeux. « Maman, s'il te plaît, c'est ma femme. On va fêter nos 15 ans de mariage. Je ne peux pas la laisser tomber. » Et moi, avais-je demandé, moi, ta mère, qui t'ai portée et élevée et aimée pendant 52 ans, tu peux me laisser tomber ? Il n'avait pas répondu. Il était parti sans un mot et je ne l'avais pas revu depuis. Lucas, lui, venait me voir régulièrement. Il avait accepté de témoigner malgré la pression de ses parents. Un soir, alors que nous buvions du thé dans la cuisine, il m'avait confié que Nathalie lui avait demandé de se rétracter, de dire qu'il n'avait rien vu ce jour-là. « J'ai refusé, mamie, m'avait-il dit. Je sais ce que j'ai vu, et je sais ce qu'elle a fait. Ce n'est pas parce qu'elle est ma mère que je dois mentir pour elle. » J'avais pris sa main dans la mienne, cette main d'homme jeune qui avait encore toute la vie devant lui, et j'avais senti mes yeux se remplir de larmes. « Tu es un homme bien, Lucas. Ton arrière-grand-père serait fier de toi. » L'enquête avait confirmé ce que nous soupçonnions. La déchetterie de Villeurbanne, où Nathalie avait déposé les cartons, avait des registres, des caméras de surveillance et des employés qui se souvenaient d'une femme blonde en tailleur gris venue déposer plusieurs cartons lourds le 27 septembre. L'un des employés, un homme d'une 40aine d'années prénommé Rachid, se souvenait même avoir demandé à Nathalie si elle était sûre de vouloir jeter tout ça, parce que les cartons avaient l'air de contenir des objets anciens. Elle m'a répondu que c'était de la vieille camelote de sa belle-mère, avait-il déclaré aux enquêteurs. Elle avait l'air pressée, un peu nerveuse. Elle n'a même pas attendu le reçu. Malheureusement, les pièces étaient irrécupérables. Elles avaient été mélangées aux autres déchets et probablement envoyées au recyclage métallique. 83 400 € d'histoire fondue dans un four industriel quelque part. Rien que d'y penser, j'avais la nausée. Mais nous avions suffisamment de preuves pour établir la responsabilité de Nathalie. Les témoignages, les registres de la déchetterie, les documents d'assurance et surtout la déclaration de Lucas qui confirmait avoir vu sa mère sortir les cartons du bureau. Maître Deveau avait préparé un dossier en béton. Elle avait même retrouvé la conversation de Noël grâce au témoignage d'un des cousins présents ce soir-là qui se souvenait parfaitement de l'échange sur la valeur de la collection.
Le procès, si on peut appeler ça ainsi, avait duré 2 audiences. Nathalie était représentée par un avocat qui tentait de plaider l'ignorance et la bonne foi, mais les preuves étaient accablantes. Elle avait fini par admettre avoir jeté les coffrets, tout en niant avoir su leur valeur réelle. Le juge ne l'avait pas cru. Est-ce que cette histoire vous touche? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire? Partagez cette vidéo avec elle, peut-être qu'elle se sentira moins seule. Le jugement était tombé en mars 2024. Nathalie était condamnée à me verser 83 400 € de dommages et intérêts correspondant à la valeur assurée de la collection, plus 10 000 € pour le préjudice moral. Elle était également condamnée aux dépens, c'est-à-dire aux frais de justice. 93 400 € au total. Quand le juge avait prononcé le verdict, j'avais regardé Nathalie. Elle était assise sur le banc des accusés, le visage défait, le maquillage qui coulait, les mains qui tremblaient. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air vulnérable, humane, presque. J'aurais pu ressentir de la satisfaction, de la vengeance, du triomphe. Mais non. Ce que j'ai ressenti, c'était de la tristesse, une tristesse immense, océanique, qui m'a submergée comme une vague. Parce que même si j'avais gagné, j'avais aussi perdu. J'avais perdu les pièces de mon père, ces témoins silencieux de l'histoire qu'il m'avait transmise avec amour. J'avais perdu ma relation avec mon fils, qui avait choisi de soutenir sa femme jusqu'au bout et qui ne me parlait plus. J'avais perdu l'illusion que ma famille était un refuge sûr, un endroit où l'on pouvait vieillir en paix. L'argent ne remplacera jamais ce que j'ai perdu, avais-je dit à Maître Deveau après l'audience. Elle avait hoché la tête. Je sais, mais au moins vous avez obtenu justice, et c'est plus que ce que beaucoup de personnes dans votre situation n'obtiendront jamais. Elle avait raison, bien sûr, je le savais, mais ça ne rendait pas les choses plus faciles. 6 mois plus tard, en septembre 2024, Lucas est venu me voir avec une nouvelle. Philippe et Nathalie divorçaient. J'ai appris la nouvelle en rentrant du travail, m'avait-il dit en s'asseyant à la table de la cuisine. Papa a fait ses valises et il est parti chez un ami. Maman était hystérique. Elle criait que tout était de ta faute, que tu avais détruit sa vie. J'avais fermé les yeux. La maison était silencieuse, comme elle l'était souvent maintenant. Dehors, il pleuvait, une de ces pluies fines d'automne qui donnent envie de rester sous la couette avec un bon livre. « Et ton père, comment va-t-il » avais-je demandé. Lucas avait hésité. « Honnêtement, je ne sais pas trop. Il m'a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Je crois que le procès l'a obligé à voir des choses qu'il avait passé des années à ignorer. » J'avais hoché la tête. Philippe avait toujours eu cette capacité à fermer les yeux sur ce qu'il ne voulait pas voir. Enfant, il faisait semblant de ne pas entendre quand son père et moi nous disputions. Adolescent, il s'enfermait dans sa chambre quand les choses devenaient trop compliquées. Adulte, il avait choisi une femme qui prenait toutes les décisions à sa place, pour ne pas avoir à affronter ses propres responsabilités. « Est-ce qu'il m'a demandé de mes nouvelles » avais-je osé demander. Lucas avait secoué la tête. « Non, pas encore, mais je pense qu'il viendra, quand il sera prêt. » Je n'étais pas sûre de le croire, mais j'avais choisi de garder espoir. C'était tout ce qu'il me restait. 1 an plus tard, en octobre 2025, j'ai fait quelque chose que je préparais depuis des mois. J'ai contacté le Musée des Beaux-Arts de Lyon, celui qui se trouve place des Terreaux, dans ce magnifique bâtiment du XVIIe siècle qui avait été autrefois un couvent de bénédictines. Le conservateur du département des Antiquités, un homme charmant d'une 60aine d'années prénommé Bernard, m'avait reçu dans son bureau encombré de livres et de catalogues. Je lui avais expliqué mon projet et il m'avait écouté avec une attention qui m'avait touchée. « Vous comprenez, lui avais-je dit, les pièces de mon père ont disparu. Elles ont été détruites par ignorance et par cupidité. Mais l'histoire qu'elles représentaient, elle, ne peut pas être détruite, et je veux que cette histoire continue à vivre. » J'avais posé sur son bureau une liasse de documents. Les carnets de mon père,
ceux à la couverture de cuir noir où il avait noté pendant 50 ans les caractéristiques de chaque pièce, son histoire, sa provenance, les photographies qu'il avait prises et que j'avais fait numériser, les rapports d'expertise de M. Marchand que j'avais récupérés dans les archives de son cabinet, et surtout les quelques pièces qui avaient échappé au désastre parce qu'elles étaient restées dans mon coffre où je les avais mises pour des raisons de sécurité quelques mois avant mon hospitalisation. Ce n'est pas grand-chose, avais-je dit. 5 pièces sur les quelques 300 que contenait la collection. Mais ce sont les plus précieuses. La pièce de 20 francs or de mon grand-père, le double louis de Louis XIV, le denier de Tibère, et 2 autres, tout aussi rares. Bernard avait examiné les pièces avec des gants blancs, les retournant délicatement sous la lumière de sa lampe de bureau. Son expression avait changé au fur et à mesure de son examen, passant de la curiosité polie à l'émerveillement sincère. Madame Blanchard avait-il dit d'une voix légèrement tremblante « Savez-vous ce que vous avez là ?» Ce double louis de 1686, il n'en existe que 12 exemplaires connus dans le monde. 12 ! Et celui-ci est dans un état de conservation remarquable. J'avais souri. Mon père le savait. C'est pour ça qu'il l'avait acheté, il y a 60 ans, à un antiquaire de Vienne qui ne connaissait pas sa vraie valeur. Il disait toujours que cette pièce était son plus beau coup. « Je veux donner ces pièces au musée », avais-je continué, « avec les carnets de mon père et toute la documentation. Je voudrais qu'elles soient exposées dans une vitrine dédiée, avec une plaque qui mentionne le nom de mon père, Henri Blanchard, horloger et numismate lyonnais. C'est tout ce que je demande. » Bernard avait acquiescé, visiblement ému. « Madame, c'est un don magnifique. Et je vous promets que nous honorerons la mémoire de votre père. Ces pièces trouveront leur place dans notre collection permanente et des milliers de visiteurs pourront les admirer chaque année. » Nous avions signé les papiers ce jour-là. La donation était officielle. Les pièces de mon père, ou du moins celles qui avaient survécu, allaient avoir une nouvelle vie. En sortant du musée, j'avais traversé la place des terreaux sous le soleil d'automne. La fontaine Bartholdi drésillait dans la lumière dorée et les terrasses des cafés étaient encore pleines de gens qui profitaient des derniers beaux jours. Je m'étais assise sur un banc face au musée et j'avais pleuré. Pas de tristesse, pas cette fois. J'avais pleuré de soulagement, de gratitude, de cette sensation étrange de boucle bouclée qui vous saisit parfois quand vous comprenez que vous avez fait ce qu'il fallait. « Papa », avais-je murmuré, « j'espère que tu es fier de moi. » Il n'y avait pas eu de réponse, bien sûr, mais j'ai cru sentir, pendant une seconde, l'odeur de son tabac et de l'huile fine de ses horloges, et j'ai souri. Et vous, est-ce que vous avez déjà fait quelque chose pour honorer la mémoire de quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi dans les commentaires. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2026 et j'ai 74 ans. Ma hanche me fait toujours un peu mal quand il pleut, mais je peux marcher sans canne, ce qui est plus que ce que le chirurgien avait prédit. Je vis toujours dans la maison de mon père, cette grande bâtisse à 3 étages dans le quartier des antiquaires, avec ses parquets qui craquent et ses fenêtres à meneaux qui laissent passer les courants d'air. Philippe est revenu. Pas tout de suite. Il lui a fallu presque 1 an et demi pour trouver le courage de franchir ma porte. Mais un soir de novembre 2025, il était là, debout sur le perron, les mains dans les poches, le regard baissé, comme un petit garçon qui a fait une bêtise. « Maman », avait-il dit, « je suis désolé. » Ces 3 mots que j'avais attendus pendant plus de 2 ans, 3 mots qui ne suffiraient jamais à effacer ce qui s'était passé, mais qui étaient un début. Je l'avais fait entrer. Nous nous étions assis dans le salon, face à face, séparés par la table basse en marbre que ma mère avait achetée en 1950. Et nous avions parlé, longtemps, de tout, de son mariage raté avec Nathalie, de ses erreurs, de son aveuglement, de son enfance, de son père, de moi, de la collection, de son grand-père Henri, de ce que ces pièces représentaient vraiment. « J'aurais dû te protéger », avait-il dit à un moment. « C'était mon devoir de fils, et j'ai échoué. »
J'avais pris sa main, comme je le faisais quand il était enfant et qu'il avait peur du noir. Tu n'as pas échoué, Philippe, tu t'es perdu. C'est différent. Et maintenant, tu es en train de retrouver ton chemin. Il avait pleuré. Mon fils de 54 ans, cet homme aux tempes grises et aux épaules voûtées, avait pleuré comme un enfant dans mon salon. Et je l'avais laissé faire, parce que parfois, c'est la seule façon de guérir. Nous ne sommes pas redevenus proches comme avant. Peut-être que nous ne le serons jamais. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas complètement. Elle laisse des cicatrices, des fissures invisibles qui fragilisent la structure. Mais nous avons reconstruit quelque chose. Pas la même chose, non. Quelque chose de différent, de plus conscient, de plus fragile aussi. Une relation de personnes qui ont traversé le pire ensemble et qui ont choisi de continuer malgré tout. Philippe vient me voir maintenant 2 fois par mois. Il m'emmène déjeuner au restaurant, celui qui fait les quenelles comme les aimait mon mari. Nous parlons de choses et d'autres, de son nouveau travail en tant qu'indépendant après avoir quitté la banque, de ses projets de voyage, de Lucas qui va se marier l'année prochaine avec une jeune femme charmante prénommée Élise. Nathalie, je ne la vois plus jamais. J'ai appris par Lucas qu'elle avait quitté Lyon pour retourner à Saint-Étienne, chez ses parents. Le paiement des dommages et intérêts l'avait mise en difficulté financière, d'autant plus qu'elle avait aussi perdu son emploi quelques mois après le procès, dans des circonstances que personne ne m'a expliquées en détail. Aux dernières nouvelles, elle travaillait comme vendeuse dans une boutique de vêtements et elle vivait dans un petit appartement qu'elle partageait avec sa mère vieillissante. Est-ce que je ressens de la satisfaction en apprenant cela ? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être un peu. Mais surtout, je ressens de l'indifférence. Nathalie a fait ses choix, et ses choix ont eu des conséquences. Ce n'est pas de la vengeance, c'est simplement la vie. La vraie victoire, pour moi, ce n'est pas l'argent que j'ai récupéré. Ce n'est pas non plus la chute de Nathalie ou le retour de Philippe. La vraie victoire, c'est ce moment, il y a quelques mois, où je suis retournée au musée des Beaux-Arts avec Lucas et sa fiancée Élise. Nous avons traversé les salles du musée, passant devant les tableaux impressionnistes et les sculptures romaines, jusqu'à arriver à la petite vitrine dans le département des antiquités. La vitrine était là, illuminée par un éclairage doux qui faisait briller les 5 pièces comme des étoiles. Et sur la plaque en laiton, en lettres gravées, on pouvait lire « Collection Henri Blanchard, horloger et numismate lyonnais, 1920-1996 ». Don de sa fille, Madeleine Blanchard. Élise s'était penchée vers la vitrine, fascinée. « C'est incroyable !» avait-elle murmuré. « Ces pièces sont presque 2000 ans pour certaines, et elles sont toujours là, intactes. » Lucas avait passé son bras autour de mes épaules. « C'est grâce à mamie, avait-il dit, et à Pépé Henri. Ils ont préservé ces trésors pendant des décennies, et maintenant, ils appartiennent à tout le monde. » J'avais regardé la vitrine une dernière fois. La pièce de 20 francs or de 1807, avec le profil de Napoléon Ier, brillait doucement dans la lumière. C'était la première pièce de la collection, celle que mon grand-père avait donnée à mon père, celle qui avait tout commencé. « Merci, papa, avais-je pensé, pour tout ce que tu m'as appris, pour tout ce que tu m'as donné, pour cette passion que tu m'as transmise et que j'ai pu transmettre à mon tour. » Dehors, le soleil se couchait sur Lyon, baignant les toits de la ville dans une lumière orangée. Nous avons marché tous les 3 jusqu'à la place Bellecour, là où Monsieur Marchand avait autrefois expertisé la collection. La boutique de numismatique était toujours là, tenue maintenant par son fils qui avait repris l'affaire. J'y étais entrée récemment pour acheter un catalogue, et le fils m'avait reconnue. Il m'avait dit que son père, avant de mourir, parlait souvent de moi et de la collection Blanchard. Il disait que c'était une des plus belles qu'il avait eu le privilège d'expertiser. Ce soir-là, en rentrant chez moi dans cette grande maison qui craque et qui siffle quand le vent souffle, je me suis assise dans le fauteuil de mon père. J'ai fermé les yeux et j'ai repensé à tout ce chemin parcouru. J'avais perdu beaucoup, des pièces de monnaie d'une valeur inestimable, des années de ma vie à me battre contre l'injustice, ma relation avec mon fils, temporairement du moins, mon innocence peut-être, cette croyance naïve que les gens de notre famille ne peuvent pas nous faire de mal.
Mais j'avais aussi gagné quelque chose. J'avais gagné la preuve que je pouvais me battre, même à 72 ans, même affaiblie par une opération, même face à quelqu'un qui me sous-estimait. J'avais gagné le respect de mon petit-fils, qui m'avait vu tenir bon et qui avait choisi de se tenir à mes côtés. J'avais gagné la satisfaction de savoir que l'héritage de mon père ne mourrait jamais, qu'il vivrait dans cette vitrine de musée pour les générations à venir. Et j'avais gagné quelque chose d'autre, quelque chose de plus subtil. J'avais compris que la vraie valeur des choses n'est pas dans l'argent qu'elles peuvent rapporter. Elle est dans les histoires qu'elles portent, dans les mains qui les ont touchées, dans les yeux qui les ont contemplées. La pièce de 20 francs or de mon grand-père ne valait pas 8 000 €. Elle valait l'amour d'un père pour son fils, transmis de génération en génération. Et cet amour-là, Nathalie n'avait pas réussi à le détruire. Si vous avez écouté cette histoire jusqu'au bout, je veux vous dire quelque chose. Protégez ce qui compte pour vous. Pas seulement les objets matériels, mais les souvenirs, les traditions, les petits rituels qui font le tissu de votre vie. Et si quelqu'un essaye de vous les prendre, battez-vous. Intime mais engageant. Varié pacing, slow pour émotionnelle révélation, modérate pour narrative, slight urgence durant confrontation. Évitez la finalité de ces questions avec génuine curiosité, invitant réponse. Sentez comme celle qui veut connecter, non juste telle une histoire. Même si vous avez l'impression d'être trop vieille, trop fatiguée, trop seule, battez-vous parce que personne d'autre ne le fera à votre place. Et surtout, entourez-vous de gens qui vous aiment vraiment. Des gens comme mon Lucas, qui a eu le courage de témoigner contre sa propre mère pour défendre sa grand-mère. Des gens comme Simone, ma voisine, qui venait frapper à ma porte chaque jour pendant le procès pour s'assurer que j'allais bien. Des gens comme Maître Deveau, qui a cru en mon histoire et qui s'est battu à mes côtés. La solitude, à notre âge, c'est souvent une forteresse. On s'y réfugie pour se protéger, mais on finit par s'y enfermer. Ouvrez les portes, laissez entrer ceux qui le méritent et gardez les yeux ouverts pour ceux qui ne le méritent pas. J'ai 74 ans, ma hanche craque, ma mémoire flanche parfois et je mets 2 fois plus de temps qu'avant pour monter les escaliers de ma maison. Mais je suis toujours là, je suis toujours debout et je continuerai à me battre aussi longtemps qu'il le faudra. Parce que c'est ce que papa m'a appris, parce que c'est ce que les pièces de sa collection m'ont enseigné. L'histoire ne s'arrête jamais. Elle change de forme, elle se transforme, elle se transmet, mais elle ne s'arrête jamais. Si cette histoire vous a touché, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo avec elle. On ne sait jamais quel courage une simple histoire peut donner. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre, une enveloppe beige, écrite à la main, avec une écriture que je ne reconnaissais pas. Elle venait de Saint-Étienne. Je l'ai ouverte avec méfiance, craignant une nouvelle attaque de Nathalie, une récrimination, une accusation. Mais ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a surprise. C'était une lettre de sa mère, la mère de Nathalie, une femme que je n'avais rencontrée qu'une fois, au mariage de Philippe, et que je me souvenais à peine. Elle avait 82 ans maintenant, et elle écrivait d'une main tremblante mais déterminée. « Madame Blanchard, disait la lettre, je vous écris pour m'excuser au nom de ma fille. Je sais qu'elle ne le fera jamais elle-même, son orgueil est plus fort que tout, mais quelqu'un doit le faire. J'ai appris ce qu'elle vous a fait et j'en ai eu honte, profondément honte. J'ai élevé ma fille dans la difficulté, c'est vrai, mais je ne lui ai jamais appris à prendre ce qui ne lui appartenait pas. Je ne sais pas d'où vient cette cupidité qui l'a conduite à détruire votre héritage. Peut-être que c'est ma faute quelque part, peut-être que je n'ai pas su lui donner assez pour qu'elle n'ait pas besoin de prendre aux autres. Je ne sais pas, mais je tenais à vous dire que je suis désolée et que je comprends votre colère. J'ai lu cette lettre plusieurs fois. J'ai imaginé cette vieille femme assise dans son appartement de Saint-Étienne, courbée sur son papier à lettres, cherchant les mots pour réparer ce qui ne pouvait pas être réparé. Et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la compassion. Pas pour Nathalie, pour elle je ne ressentais toujours rien, ou presque.
Mais pour cette mère qui avait dû regarder sa fille se fourvoyer, qui avait dû vivre avec la honte de ses actes, qui avait dû accueillir chez elle cette femme brisée par ses propres choix, j'ai répondu à la lettre. J'ai écrit que j'acceptais ses excuses, que je ne lui en voulais pas, à elle, et que j'espérais qu'elle trouvait la paix dans ses vieux jours. Je n'ai pas mentionné Nathalie. Il n'y avait rien à dire. La vie continue. C'est peut-être la leçon la plus importante que j'ai apprise dans toute cette histoire. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les trahisons et les pertes, la vie continue. Le soleil se lève chaque matin sur Lyon, les saisons se succèdent, les années passent, et nous avec. Dans quelques mois, Lucas va se marier avec Élise. La cérémonie aura lieu dans une petite église du Vieux-Lyon, celle où Philippe et moi nous sommes mariés il y a presque 30 ans. Je serai là, au premier rang, avec ma robe bleue que j'ai achetée spécialement pour l'occasion. Et quand Lucas passera la bague au doigt d'Élise, je penserai à mon père, à sa collection, à tout ce chemin parcouru. Je lui donnerai un cadeau ce jour-là, une boîte en bois de noyer, fabriquée par un artisan du quartier des Antiquaires, exactement comme les coffrets de mon père. À l'intérieur, il y aura une pièce de monnaie. Pas une pièce ancienne, non, une pièce toute neuve, frappée cette année, une pièce commémorative du 200e anniversaire de quelque chose que j'ai oublié. Elle ne vaut presque rien aujourd'hui. Mais dans 50 ans, dans 100 ans, qui sait ? Je lui dirai de commencer sa propre collection, de transmettre à ses enfants ce que mon père m'a transmis, l'amour de l'histoire, le respect du passé, et surtout la certitude que les vraies richesses ne sont pas celles qu'on peut détruire ou voler, parce qu'au final, c'est tout ce qui compte, la transmission, l'héritage, pas l'argent, pas les objets, pas les maisons ou les voitures, la transmission de ce que nous sommes, de ce que nous avons appris, de ce que nous avons aimé. Et ça, personne ne pourra jamais nous le prendre. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ces moments avec moi. Et si vous avez des questions, des commentaires, des histoires similaires à partager, n'hésitez pas à les écrire ci-dessous. Je lis tous les commentaires et je réponds autant que possible. Prenez soin de vous, protégez ce qui compte et n'oubliez jamais que même à notre âge, même quand tout semble perdu, il est toujours possible de se battre et de gagner. À bientôt!